Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire. Dans un contexte incertain, marqué notamment par l'explosion du nombre de ransomware, les entreprises sont à la recherche de solutions qui vont leur permettre de construire une infrastructure robuste et également résiliente. De quels outils ont-elles besoin pour y parvenir? Doivent-elles notamment s'appuyer sur des solutions de sauvegarde? Doivent-elles notamment déployer des PCA et des PRA? Bien, c'est ce que nous verrons tout au long de ce webinaire avec nos deux invités. Aurore Duchanois, vous êtes catégorie Product Manager pour la gamme SimpliVity chez HPE. Aurore, bonjour. Bonjour Thomas. Pascal Bonneau, vous êtes directeur des services et solutions chez LAFI. Pascal, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Aurore. Pour commencer ce webinaire, j'aimerais vous poser une première question. On a d'ailleurs un slide qui va arriver d'ici quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous présenter LAFI, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors LAFI est un revendeur à valeur ajoutée et intégrateur de solutions. Donc nous sommes filiale du groupe Alzo qui pèse 12 milliards d'euros, qui est le troisième distributeur dans le monde IT en Europe. Et donc, en tant que filiale du groupe Alzo, nous sommes revendeurs et donc nous couvrons l'ensemble du territoire français avec des agences, 4 agences en France, à Lille, à Marseille, à Lyon et à Bordeaux. Et puis notre siège social dans la région parisienne à Gennevilliers. Et puis nous avons des implantations commerciales pour adresser l'ensemble du territoire pour accompagner nos agences. Quand on parle de vos clients, vous êtes plutôt grand compte, grosse PME, ETI? Plutôt grosse PME et plutôt le bas de l'ETI. D'accord. Vos clients, juste pour comprendre, c'est surtout en France ou peut-être un peu plus en Europe, ou on trouve surtout vos clients en France? Alors, plutôt des clients en France, mais qui peuvent, pour 30% d'entre eux environ, avoir un rayonnement à l'international. Donc, on peut retrouver des grandes marques de retailers, par exemple, qui ont des empreintes soit un peu partout dans le monde, ou soit un peu en Europe, suivant le développement qu'ils ont en cours. D'accord. Je le disais en tout début de cette émission, c'est vrai que quand on parle de cloud, on parle beaucoup d'acteurs internationaux, très souvent, mais on oublie qu'effectivement le cloud, c'est aussi des acteurs de proximité, c'est aussi des acteurs comme vous, qui permettent d'avoir accès à une grande capacité d'informatique. Aujourd'hui, quand on parle des besoins que peuvent rencontrer les entreprises, pas en parlant uniquement du cloud, mais de leurs besoins numériques de manière générale, quelles sont les problématiques que rencontrent vos clients ? Alors aujourd'hui, la principale problématique que rencontrent nos clients, c'est la problématique de la sécurité. En fait, aujourd'hui, avec la pandémie que l'on connaît, que l'on continue à vivre, ces clients-là ont besoin de s'assurer que leur business, leurs données, les données qu'ils génèrent au fur et à mesure pour faire leur business, doivent continuer à fonctionner. À ce titre-là, ces données doivent être sécurisées. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui ouvrir un média comme la télé, la radio, ou ouvrir un message ou une page web sans avoir un risque de piratage. Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, qu'entre 2019 et 2020, on a eu quasiment 600% de croissance sur les attaques sous forme de ransomware. Ces ransomware, c'est vraiment une plaie aujourd'hui pour nos clients, puisque aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité à identifier en amont et de prendre d'éviter tous ces risques en amont. Donc, il est très important pour eux de s'assurer que leur métier continue à avancer et que leur business ne soit pas trop à risque de cette partie-là. D'autres chiffres. Une étude a été menée ces dernières semaines sur 6000 entreprises qui sont américaines et européennes. Sur 6000 entreprises qui ont accepté de témoigner, il faut savoir que presque 70% d'entre elles se sont fait attaquer et 70% d'entre elles ont payé les ransomware, c'est-à-dire les attaquants, les cybercriminels. Pour un résultat de moins de 10% d'entre elles qui ont réussi à redémarrer leur production. Donc c'est un vrai cauchemar. Chaque patron d'entreprise, chaque responsable de l'informatique, aujourd'hui passe de très mauvaises nuits, justement à cause de cette problématique-là. Bon. Quand on parle, effectivement, vous parlez de mauvaises nuits, parce qu'effectivement, on a un contexte qui est vraiment très compliqué. Les clients, ils sont à la recherche d'une certaine fiabilité. Et cette fiabilité, elle passe aussi notamment par la sauvegarde. Est-ce que vos clients, d'une part, ont conscience du fait que la sauvegarde, c'est quelque chose de très important pour eux? Et est-ce qu'ils ont mis en place des solutions de sauvegarde, justement, qui leur permettent d'être
d'être résilient, au-delà de ce que j'ai pu dire en introduction, où j'ai parlé du cloud d'une manière générale, mais quand on regarde l'infrastructure dont ils ont besoin, on sait que la sauvegarde est très importante. Quelle est la manière dont ils se positionnent par rapport à ça? Alors, tout dépend des clients, évidemment. Vous avez, je peux vous citer deux cas assez récents qui datent du début de cette année, un peu aux opposés, qui sont justement sur cette thématique de sauvegarde. La sauvegarde est un b.a.-ba. Il faut vraiment savoir que ça ne répond pas à tous les maux, mais c'est juste l'assurance qui permet à un moment donné de pouvoir redémarrer son infrastructure, redémarrer son système d'information afin de pouvoir continuer ou recommencer à faire son business. J'ai un client fin d'année dernière, un nouveau client qui nous appelle, qui nous demande justement sur un système un peu obsolète, sur des éléments de l'infrastructure qui sont un peu vieillots, si vous me permettez l'expression, eh bien, qui nous appelle pour justement être capable de l'aider pour mettre en place un audit de sécurité pour voir si justement son système d'information permet de répondre aux problématiques de demain. Et en même temps, il constate ces derniers temps que finalement son système a des dysfonctionnements qui sont un peu étranges, donc il veut vraiment être rassuré. Pour être rassuré, on lui propose un audit, il se donne le temps de la réflexion, et puis quelques jours après, un lundi matin, il nous appelle complètement catastrophé. Pendant le week-end, on s'est fait pirater et toutes les données sont cryptées. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc évidemment, il a refusé de payer la rançon. J'ai mis tous mes experts sur ce dossier-là pour pouvoir justement essayer de l'aider à redémarrer au plus vite. Et malheureusement, on a constaté que la sauvegarde n'était absolument pas efficace. Et quand on parle d'une sauvegarde efficace, on a remonté, alors évidemment, on a tout nettoyé, on a fait en sorte de pouvoir colmater toutes les brèches qui avaient été ouvertes. On a réinstallé l'ensemble des applicatifs, mais les données n'étaient pas viables. Toutes les sauvegardes qui avaient été faites, il y avait deux types de sauvegardes qui avaient été faites, une sur site et une à distance. Celle sur site avait été cryptée, celle à distance n'avait pas été faite depuis des mois. Quand vous vous retrouvez dans cette situation extrême où vous n'avez pas de gilet de sauvetage, à ce moment-là, c'est une catastrophe pour l'entreprise. La preuve, aujourd'hui, elle est en grande difficulté financière. Deuxième cas de figure, si vous me permettez, dans un autre cas de figure, c'est un industriel qui, lui, en fonction de la matière première qui arrive, doit mettre en place un système de production qui permet d'avoir un produit fini au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et l'été dernier, quand il nous a contactés, quand il a contacté la FI, il nous a clairement demandé de s'occuper de son informatique. Elle n'était pas au niveau, il ne voulait absolument pas s'en occuper. Pour lui, l'informatique, c'est un mal nécessaire pour faire son business. Et donc, il nous a demandé de mettre en place toute la sécurité qui allait bien, toute l'infogérance autour de son système d'information pour pouvoir justement se détacher complètement de cette partie-là et se concentrer sur son cœur de métier, qui est la production. Courant mars, pareil, c'était une fin de semaine, un jeudi ou un vendredi, on constate un certain nombre de dysfonctionnements un peu étranges, un peu particuliers. On avait mis en place un certain nombre de procédures. On a tout de suite exécuté les procédures qui ont permis de bloquer les différentes attaques qui étaient en cours. Et on a continué à surveiller tout ça pendant le week-end et en début de semaine. On a bien sûr prévenu le client qui, lui, nous disait « Mais non, ne vous inquiétez pas, regardez, tout fonctionne bien, tout se passe bien. » Évidemment, tout se passe bien, mais je peux vous assurer que derrière, les équipes étaient en train de transpirer sérieusement. Donc, voici deux cas de figure, où un cas plutôt dramatique et un cas où tout se passe bien. Mais ce qu'il faut retenir dans ces deux exemples-là, c'est que la sauvegarde en elle-même est un outil qui permet de s'occuper des données, mais les entreprises continuent constamment à générer des données. Et il faut s'assurer, non pas quand vous faites une photo à l'instant T, de savoir est-ce que mon système fonctionne, oui, il fonctionne, bon ça y est, on a automatisé, tout va bien, on s'en occupe plus. Non, ça va plus loin que ça. Il faut continuer à avancer, continuer à regarder les données qui sont gérées, continuer à bien étudier la façon dont ces données continuer à faire avancer le business du client et surtout de continuer à s'assurer, à vérifier que les sauvegardes qui sont faites sont restaurables et donc sont viables. J'aimerais qu'on revienne, Pascal, juste sur le premier exemple que vous avez donné. C'est-à-dire que l'entreprise n'a
pas mis en place, elle n'avait pas pensé à mettre en place de solutions de sauvegarde, de systèmes de sauvegarde, ou est-ce qu'elle pensait que finalement ce n'était pas nécessaire? Est-ce qu'elle a pris conscience? Est-ce que pour vous, il y avait une conscience du risque de la part de cette organisation? Il y avait une conscience du risque, mais je pense que dans l'esprit des dirigeants, c'était plutôt ça n'arrive qu'aux autres. Ça arrive qu'aux autres. Et donc, dans cette capacité-là, vous avez acheté quelques années auparavant un système qui était résilient, un système qui était fonctionnel, un système qui marchait bien. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui, puisque tous les jours, vous changez les supports, tous les jours, vous avez un petit mail qui vous dit « tout s'est bien passé, ne vous inquiétez pas ». Sauf qu'entre-temps, il y a un décalage, entre-temps, il s'est passé un décalage entre la génération de nouvelles données et la vérification que ces nouvelles données et que les anciennes données sont bien en capacité d'être restaurées et d'être reprises s'il arrive quoi que ce soit. Une sorte d'assurance quelque part. D'accord. Aujourd'hui, en tout cas, pour répondre à ce type de problématique, excusez-moi, il y a effectivement tout un tas de solutions qui existent. Quelles solutions vous proposez aux entreprises, notamment pour qu'elles puissent renforcer leur sécurité? Alors, avant d'arriver à proposer une solution, il faut déjà qu'on comprenne les besoins et les contraintes de chacun de nos clients. Et là, chaque client est complètement différent. Donc, il faut déjà, si on doit généraliser et tirer le trait à l'extrême, il faut au moins que les clients se posent deux questions. La première question est « Combien me coûte un arrêt de production d'une journée ? Qu'est-ce que ça va me coûter ?» Si notre client est capable de répondre à cette question-là, il faut qu'il ajoute la totalité des informations. C'est-à-dire, j'ai du personnel qui ne travaille pas, que je continue à payer. J'ai des fournisseurs qui, eux, doivent me livrer des matériels. J'ai des clients qui, eux, continuent à me commander. S'ils ne peuvent pas me commander, vu leurs urgences, peut-être qu'ils vont aller commander ailleurs. Donc, il y a non seulement, on va dire, les coûts directs, mais on a aussi les coûts indirects. Donc, une fois qu'on a déterminé toute cette partie-là... Quand vous parlez, Pascal, de coûts directs, est-ce que vous pouvez justement en nommer un ou deux? Alors, un coût direct, c'est le manque à gagner directement, mais c'est aussi, vous avez des employés qui finalement ne peuvent pas accéder à leur système d'information, et donc pendant ce temps-là, ils croisent leurs bras, et puis malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous continuez à les payer. Donc tout ça, c'est des coûts directs. Un coût indirect, c'est typiquement le client qui cherche, au moment où vous avez cet incident, qui cherche à vous contacter pour passer une commande. Il va, en suivant son urgence, suivant son besoin, il va être patient, peut-être, mais peut-être pas. Et donc, si vous ne pouvez pas répondre assez vite à sa demande, eh bien, en fonction de son urgence, il va aller s'adresser ailleurs. Ça, c'est un coût indirect. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire également, dans ce type de cas de figure, de mettre en place, même sans prendre une situation extrême, pourquoi est-ce que c'est si important de mettre en place un PCA et un PRA? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, notamment avec tout ce qu'on a pu observer ces derniers mois, je ne parle même pas de ces dernières années, je parle vraiment de ces derniers mois, vraiment une augmentation, une explosion du nombre d'attaques et de risques de perte de données. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment nécessaire pour les entreprises de mettre en place des PCA et des PRA? Alors, la première question était de justement définir le coût d'arrêt d'une journée. Après, c'est combien de temps il est acceptable pour une entreprise de reprendre son activité. Si vous répondez à ces deux questions-là, vous irez plutôt vers un PRA ou plutôt vers un PCA. Le PRA étant le plan de reprise d'activité et le PCA étant un plan de continuité d'activité. Le plan de reprise d'activité, c'est une capacité à se dire « attention, j'accepte que ça s'arrête ». J'accepte que mon système ne soit plus opérationnel, et ça pendant un laps de temps défini. Au-delà de ça, au-delà de ce temps, ce n'est plus acceptable. Donc là, on va mettre en place un plan de reprise d'activité, un PRA, qui va permettre justement de définir la bonne solution en termes de matériel, en termes de logiciel et en termes de services pour que cette solution soit opérationnelle à un instant T. Le PCA, le plan de continuité d'activité, lui, est différent. C'est-à-dire qu'il n'est pas acceptable, dans les deux premières réponses qui ont été apportées à mes questions, il n'est pas acceptable d'avoir un arrêt de production. Si cet arrêt de production ne doit pas avoir lieu, on doit mettre des systèmes en place qui permettent de rendre le système complètement résilient, voire même avoir un système de redémarrage à distance qui permet justement peut-être une micro-coupure ou peut-être une coupure de quelques minutes, quelques heures, grand maximum. Mais là, c'est justement la réponse de ces deux premières questions qui vont permettre d'aller dans une direction ou dans l'autre. Et puis après, il y a une question aussi de budget. C'est-à-dire que si vous voulez être ceinture et bretelle, ça a un coût.
Et si vous n'avez pas les moyens de mettre en place cette solution, parce qu'elle coûte très très cher, eh bien à ce moment-là, c'est des compromis. Et c'est justement le compromis entre les besoins et les contraintes que chaque client va avoir, que l'on va l'accompagner pour lui donner de quoi nous aider à lui proposer la meilleure solution qui répondra à ces problématiques. Compte tenu de la menace et du prix très élevé que les pirates parfois demandent aux entreprises de payer, ou au prix vraiment élevé que peut entraîner une perte de données, est-ce qu'aujourd'hui, la question de la trésorerie et la question de ce que les entreprises vont dépenser pour mettre en place une telle solution, est-ce qu'elle n'est pas finalement devenue quasiment annexe? Est-ce que c'est plus finalement une question que les entreprises doivent se poser? Parce que, est-ce que finalement, elles ont encore le choix, très concrètement? Nous aurions été dans une autre période que celle en ce moment avec la pandémie. J'aurais pu vous dire que ce n'est pas si grave que ça. Mais aujourd'hui, toutes les trésoreries ont été mises à mal. Aujourd'hui, la période depuis 12-18 mois que nous sommes tous en train de vivre a mis à rude épreuve toutes ces trésoreries. Donc, est-ce qu'il faut attendre parce que les trésoreries sont à mal? Est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions? La question ne doit pas être posée comme ça. Il faut le faire. Et encore plus maintenant, il faut le faire. Et il existe aujourd'hui sur le marché de nombreuses solutions, telles que le financement, telles que proposer du matériel as a service, où nos clients peuvent consommer uniquement ce dont ils ont besoin. Ça, ce sont des nouvelles solutions qui, évidemment, ont été mises en avant dans ce contexte de pandémie, mais qui sont des solutions qui existent depuis longtemps et qui sont totalement efficaces aujourd'hui. Donc, il ne faut pas répondre non aujourd'hui pour aller dans cette direction, il faut y aller. Avec Pascal, on vient de voir à l'instant qu'effectivement, il fallait que ces entreprises, parce qu'elles n'ont pas le choix, elles doivent y aller, elles doivent se prémunir de PCA et de PRA. Pour cela, elles peuvent s'appuyer notamment sur la solution SimpliVity d'HPE. Là, je me tourne vers vous, Aurore. Qu'apporte cette solution, notamment dans la mise en place de PCA et de PRA? Alors, comme le disait Pascal, tous les clients sont différents, tous les clients ont des besoins différents. Ce qui est intéressant avec SimpliVity, c'est que ça va vraiment pouvoir répondre aux besoins de tous les clients finalement, que ce soit une PME, une ETI, un grand groupe avec des sites distants, va vraiment être capable de proposer une sécurité et une performance qui soit vraiment adaptée à chaque type d'entreprise en fait. Ça va commencer par finalement la plateforme matérielle, puisque la solution SimpliVity s'appuie sur des serveurs HPE, les HPE Proliant. Ce sont les serveurs qui ont été considérés comme les plus fiables au monde. On a la chance d'être complètement propriétaire de nos équipements et de construire des éléments comme la puce ILO qui va garantir la conformité de ces serveurs-là et empêcher finalement des attaques qui pourraient survenir sur les serveurs. Ça, c'est le premier point sur l'aspect plutôt matériel. Maintenant, SimpliVity, donc c'est une solution d'hyperconvergence qui permet donc de l'optimisation de la donnée. On va pouvoir faire des économies de stockage d'environ 90%. Donc ça, c'est par rapport à une installation classique. Par rapport à une installation classique et par rapport à d'autres solutions d'hyperconvergence du marché. Mais l'intérêt principal de cette solution-là, en plus de cette optimisation de la donnée, c'est qu'on a rajouté une brique de protection de la donnée qui est complètement native sur cette solution SimpliVity, qui va passer par des sauvegardes. Pascal en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un élément clé pour la protection des données des entreprises. Eh bien là, cette protection, elle va être intégrée dans la solution. Le client va pouvoir faire ses sauvegardes de manière très régulière. Il va pouvoir choisir s'il veut les faire toutes les heures, toutes les semaines, enfin selon la criticité de ses données. Il va pouvoir aussi l'appliquer à chacune de ses VM. Donc, il va vraiment pouvoir personnaliser tout ça, automatiser. Voilà, automatiser. Exactement. J'allais le dire. On va pouvoir automatiser, on va pouvoir dire, écoutez, je vais sauvegarder ma VM tous les jours à telle heure et je vais garder ma sauvegarde pendant 10 jours. Et on va vraiment pouvoir personnaliser à chaque VM ce mécanisme de sécurité. Ce mécanisme de sécurité-là, il va permettre du coup d'être beaucoup plus protégé et de pouvoir pouvoir restaurer ces données si besoin. À la granularité la plus précise possible. On parlait de ransomware tout à l'heure avec Pascal. Si une entreprise est victime d'une attaque d'un cryptolocker, il va pouvoir, s'il a fait ses sauvegardes le plus régulièrement possible, il va pouvoir restaurer ses données au point juste avant l'attaque. Et il va s'affranchir de payer son ransomware, ce qui n'est pas négligeable. Et il va pouvoir redémarrer sa production de manière très rapide et sans perte de données.
Ça, c'est le premier point. Avec SimpliVity, on a la capacité de mettre en place un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité. Je ne vais pas revenir sur les concepts puisque Pascal les a expliqués tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est qu'on va vraiment pouvoir proposer à chaque entreprise le niveau de sécurité dont elle a besoin. Soit donc, elle tolère un arrêt de production pendant un temps donné, comme le disait Pascal, soit on va vraiment être sur une totale continuité d'activité, finalement, comme son nom l'indique, et on va vraiment fournir aux clients une solution complètement résiliente et redondante. Le client, il a le choix entre les différents types de résilience qu'il souhaite. Par exemple, si au début, on imagine qu'il n'a besoin que d'un PCA et qu'il veut mettre en place, ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal, plutôt quelque chose un dispositif qui lui permette de poursuivre son activité en cas de, on peut imaginer beaucoup de scénarios, en cas simplement de mise à jour, de déploiement de nouveaux sites. Donc SimpliVity peut permettre de le faire. Absolument. Mais on peut également, si on souhaite, après avoir déployé plutôt un PCA, on peut choisir un PRA. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. On a beaucoup de clients qui commencent par un PRA. Donc, ils ont leur infrastructure sur 2 sites. Et on a un site de production, un site de secours. Si le site de production tombe, c'est le site de secours qui reprend la charge. Et il peut très bien se dire, non, j'ai besoin d'un niveau de sécurité qui est bien plus important et se diriger vers un PCA où là, on aura une infrastructure qui sera dans 2 salles et avec un lien réseau qui permet d'avoir zéro arrêt de production. Si, enfin, un client souhaite avoir un plan de reprise d'activité mais n'a pas d'autres sites, on peut très bien envisager de faire de l'hébergement du plan de reprise d'activité chez l'intégrateur, par exemple sur les infrastructures de l'AFI. Le client peut très bien dire, écoutez, moi je vais garder mon infrastructure de production dans mes locaux. Par contre, j'aimerais que mon intégrateur puisse héberger l'infrastructure de PRA dans son data center, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus serein aussi s'il y a un problème sur l'infrastructure. Ça, ce sont les services que vous proposez déjà aujourd'hui, Pascal ? Exactement. D'accord. Justement, en termes de nouveaux services, comment est-ce que vous appuyez justement pour SimpliVity pour déployer de nouvelles offres ? Quel type d'offres vous avez réussi à construire en vous servant de SimpliVity comme, j'ai presque envie de dire, comme plateforme technologique? Alors, déjà, il a fallu former nos experts, et il a fallu que l'on puisse bien travailler avec HPE pour comprendre, maîtriser les technologies et pouvoir le faire en bonne intelligence avec HPE. Donc nous, on a choisi la gamme SimpliVity parce qu'elle correspond à notre cible de clients qui sont les grandes PME et les ETI. À partir de là, donc, on a commencé à construire certaines offres. Alors, on a commencé à faire un petit peu de communication sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée sur une offre de type backup as a service. On parle de sauvegarde depuis tout à l'heure. Donc là, on propose des solutions qui permettent aux clients, en plus d'avoir sa sauvegarde soit en local, de pouvoir la déporter, de pouvoir l'avoir sécurisée à un autre emplacement, soit dans le cloud, soit directement chez nous. Et puis là, on va, d'ici l'été, on va annoncer 2 offres. Une offre justement d'hébergement de ce type de plateforme directement sur notre infrastructure à base de SimpliVity. Et on va sortir une 2e offre qui permettra justement de pouvoir la fournir en mode as a service. Donc les clients pourront l'acheter directement soit chez eux, enfin ils auront le choix en tout cas, soit à acquérir le matériel, soit l'acquérir sous forme de location, ou soit directement l'acquérir par le format qu'il le souhaite et directement le mettre chez nous ou chez un tiers. D'accord. Donc vous allez surtout permettre aux gens d'avoir le choix en s'appuyant vraiment sur une... C'est important puisque, revenons sur ce qu'on disait au départ, chaque client est différent. Comment est-ce que vous accompagnez? Alors, on a parlé de technologie, on a parlé d'un contexte particulier, on a parlé de sauvegarde. J'aimerais qu'on se reconcentre maintenant un peu sur vous. Comment est-ce que vous accompagnez les clients au jour le jour sur notamment des problématiques qui sont celles qu'on a évoquées depuis le début de cette émission? On a des clients qui ont des besoins différents, on sait que le contexte évolue, on vient d'en parler avec Aurore à l'instant. On peut avoir un client qui a besoin d'un PCA, puis qui va se dire je me sens pas assez à l'aise avec ça, j'ai besoin d'aller plus loin, donc j'ai besoin de me doter d'un PRA. Comment est-ce que vous accompagnez les clients et comment est-ce que vous les aidez justement à travailler sur plusieurs choses, à limiter d'une part la prise de risque et à concevoir un système, et je reprends le mot qui a été employé par Aurore, à concevoir un système résilient? Alors, c'est une démarche tout à fait classique. Ce qui est très important, c'est d'écouter le client.
c'est-à-dire d'écouter non seulement ses besoins et de comprendre sa maturité. Où il en est dans sa maturité en termes de données, en termes de sécurité, en termes d'évolution de ses besoins à court, moyen et long terme. Donc il est très important de comprendre vers là où il souhaite aller et comment il souhaite se projeter dans son futur et dans l'évolution de son business. La deuxième étape consiste à justement soit lui proposer, parce que son besoin est très simple et qu'il a une maturité qui est déjà bien avancée, on va lui proposer des offres packagées, un peu les offres que j'ai citées juste avant, qui permettent justement de répondre à un besoin ponctuel et de pouvoir protéger cette partie-là, faire un petit peu une évolution, mais étape par étape, qui permet, entre autres, de pouvoir gérer son budget un peu mieux ou de pouvoir le planifier dans le temps de façon beaucoup plus efficace. Et puis ensuite, on va venir le conseiller, on va venir lui proposer des architectures, on va échanger avec ses spécialistes et les nôtres sur des scénarios dans lesquels on va se projeter et on va essayer avec lui de construire une solution de telle façon à lui apporter des réponses à des questions et pas forcément une architecture telle qu'elle. C'est-à-dire que proposer une architecture, j'aurais tendance à dire que presque tout le monde sait le faire. Mais proposer une architecture et être capable de s'engager dans une direction sous forme de partenariat, sous forme de partenariat, parce que chez Lafi, on a beaucoup de clients qui nous suivent depuis 5, 10, 15, certains même 20 ans, puisque Lafi existe depuis plus de 30 ans maintenant. Donc ce sont des clients très fidèles et qui nous font confiance sur nos métiers traditionnels. Quand on continue à travailler avec eux, on travaille toujours de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans le changement. On ne va pas, alors sauf si le client nous le demande, mais on ne va pas juste lui dire « voici la solution ». Je vous la mets là et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, non seulement on va lui prouver déjà sur le papier en théorie que les références que nous avons avec d'autres clients, que l'expérience d'HPE sur d'autres plateformes avec d'autres clients dans d'autres pays font que justement dans cette direction que nous sommes en train de prendre, on est capable de dire que le client peut économiser, peut gagner un peu ou peut gagner en sécurité, peut gagner en maturité. Donc tous ces éléments qui soient tangibles, chiffrés ou qui soient fonctionnels, on lui apporte. Et après, une fois que c'est installé, une fois on l'aide à le mettre en place, alors on lui vend les produits évidemment, on lui met en place et ensuite on lui met en place des procédures qui lui permettent justement de s'inscrire dans la longueur et ne pas s'arrêter sur la fameuse photo que je citais tout à l'heure, où vous inquiétez pas, là, ça vient de démarrer. Il n'y a plus qu'à brancher. Il n'y a plus qu'à brancher, et vous allez voir, dans 10 ans, ça continue à faire le même job. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Donc, on met en place les procédures avec lui, on regarde s'il a les compétences, s'il n'a pas les compétences, s'il souhaite nous déléguer tout ou partie de son infrastructure et de ce qui tourne autour. Vraiment, on s'adapte aux conditions que le client a. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Pour conclure, Pascal, une question. Qu'est-ce qui attend vos clients demain ? On l'a dit encore une fois tout au long de cette émission, on a un contexte qui est vraiment très compliqué. Il y a la pandémie, il y a l'explosion vraiment des cyberattaques. Quels sont les défis auxquels vos clients vont être confrontés demain ? Alors, les défis restent toujours autour de la donnée. Maintenant que la donnée, elle est sauvegardée, maintenant qu'elle est sécurisée, maintenant que l'ensemble du package des données est disponible et sécurisé, en fait, que va-t-on faire de cette donnée ? Dans cet ensemble de données, nous avons des données qui ont beaucoup de valeur, certaines qui n'ont aucune valeur, certaines qui ont de la valeur aujourd'hui mais qui n'en auront plus demain. Et donc, il va falloir commencer à faire le tri. Et aujourd'hui, alors ça c'est la première partie, la deuxième partie, elle est comment je peux reprendre la main sur les données que je mets à l'extérieur de mon entreprise. Chaque entreprise, Aurore, vous Thomas, moi-même, nous sommes tous amenés à laisser des traces numériques sur Internet. Ces traces numériques, il faut savoir qu'en moyenne, dans le monde, elles sont réutilisées, monnayées environ 15 fois. Si vous faites un achat aujourd'hui sur un site marchand quelconque, si une entreprise laisse une trace numérique par rapport à ce qu'elle fait vis-à-vis de ses clients, ses fournisseurs sur Internet, il y a forcément une entreprise ou plusieurs entreprises qui vont monnayer cette information. Donc, ce que souhaitent les entreprises aujourd'hui, c'est de ne plus laisser la main
à tous ces acteurs, GAFAM et autres, qui se sont appropriés ces données gratuitement pour en faire leur propre business, mais plutôt de reprendre la main sur leurs propres données, sur leurs propres traces numériques, et de pouvoir les mettre, soit les monnayer, ça peut être aussi une partie du business de demain. Elles-mêmes sans dépendre de personne, finalement. Exactement. Ou alors, ne pas les monnayer, mais être sûr qu'elles ne soient pas utilisées contre leur gré. Ça va être un chantier intéressant. C'est un vrai challenge. On va le dire comme ça. On arrive à la fin de cette émission. Aurore, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Pascal, merci beaucoup. Merci Thomas. Merci Aurore. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. À bientôt.